Vraiment en tant qu'élu, le plaisir que nous avons à la région de vous recevoir, et particulièrement dans cet hémicycle. Vous le savez certainement, mais le président Michel Vauzel a souhaité ouvrir l'hôtel de région très largement aux associations et puis plus largement à tous les mouvements qui font notre démocratie participative en France, et c'est vraiment un grand bonheur pour nous que de vous avoir parmi nous aujourd'hui, et puis saluer évidemment l'ensemble des intervenants à la tribune. Voilà, je ne serai pas plus longue, mais je tenais quand même à vous faire un petit mot d'accueil. Merci Madame L'Enfant. Monsieur Hardy, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc une petite présentation sur les enjeux pour les départements financiers de la décentralisation et aussi les perspectives d'un acte 3 de la décentralisation qui a été annoncé. Donc je passerai sans doute rapidement certaines diapositives, aussi le document sera disponible, à la fois il est sur le site de l'ADF, mais il peut être disponible dans d'autres sites bien évidemment. C'est de mettre en évidence effectivement l'importance pour les départements des dépenses d'aide et d'action sociale, puisque c'est la majorité de ces dépenses, même si on est sur des domaines 2010, 57% des dépenses sont des dépenses de prestations, de financement d'établissements socio-médico-sociaux, et aussi si on y ajoute l'importance du personnel nécessaire au fonctionnement de l'ensemble des institutions, notamment celles gérées en régie directe, comme de type la PMI, des départements. Donc on est sur un budget social qui est extrêmement important sur les départements. Un élément important, puisqu'on est à 30 ans de décentralisation, plutôt 25 ans dans le champ du social, puisque de fait les lois de 1982, qui ont été les lois locomotives de la décentralisation, ont été accompagnées de lois dites particulières, notamment dans le champ social, et c'est à partir de 86-87 que la partition des services, le transfert des compétences a été effectif, donc on est plutôt sur 25 ans de décentralisation sociale que sur 30 ans de décentralisation juridique. Un élément important, alors je n'ai pas multiplié les diapositives, on a fait tout un travail, un document téléchargeable sur le site de l'ADF sur 25 ans de dépenses sociales, de financement social, et on voit bien que par rapport à un débat sur les décentralisation, est-ce que les disparités allaient s'accroître ou se réduire, on est plutôt sur une réduction des disparités entre départements, sur tous les champs, handicap, personnes âgées, protection de l'enfance, même si effectivement il y a encore quelques disparités, mais il faudrait analyser les points. On voit d'ailleurs les points bleus qui sont les DOM, c'est les situations géographiques, démographiques qui peuvent largement expliquer cette diversité, même si les nuages de points ont tendance à se resserrer. C'est un élément important à avoir, parce que dans tous les débats sur la décentralisation, c'est est-ce qu'on ne risque pas d'accroître les disparités, les inégalités qui existaient préalablement avant la décentralisation, et 10-20 ans après une décentralisation, on a plutôt tendance à voir ces disparités qui se sont réduites plutôt que ce soit accéléré. Élément important pour comprendre les enjeux du débat sur le social, la décentralisation, acte 3, c'est tout ce qui est financement des départements. Les départements ont une autonomie fiscale qui est extrêmement réduite depuis la suppression de la taxe professionnelle, puisqu'aujourd'hui, ce graphique le montre bien, l'autonomie fiscale est de l'ordre de 14%, c'est-à-dire qu'ils décident de 14% de leurs recettes, avec des taux qui sont déjà souvent arrivés au maximum possible d'un point de vue légal. Donc les départements se posent la question aujourd'hui, comment financer, on va le revoir sur notre diapo, je dirais, l'action sociale et l'aide sociale qui a été transférée, qui leur a été confiée, à plus forte raison demain, s'il y a une volonté décentralisatrice, avoir une garantie que si cette décentralisation s'accentue, déjà qu'on règle les questions des précédentes décentralisations ou des précédentes lois, là il y a un vrai problème sans doute de 3 lois qui vont sans doute devoir se télescoper ou avoir des troncs communs, les lois sur les finances publiques et les finances locales, une loi de décentralisation et une loi aussi sur la perte d'autonomie, puisqu'une loi sur la perte d'autonomie est annoncée quand même de ces derniers jours officiellement par la ministre comme en charge du dossier comme par le Premier ministre, disant il faudrait au moins au 1er janvier 2014 que des avancées aient lieu sur le sujet, notamment de la perte d'autonomie. Donc une autonomie fiscale qui s'est largement réduite, donc les départements, entre guillemets, ne sont pas maîtres de leurs ressources. Une des grandes ressources, c'est les droits de mutation. On voit bien que ces droits de mutation sont liés à un cycle économique. Lorsqu'il y a le marché immobilier va bien, qu'il y a des ventes, des déménagements, des gens qui s'installent, etc., à ce moment-là, il y a une ressource dynamique. Mais par contre, quand la situation économique
est difficile. À ce moment-là, on voit bien que la chute des droits de mutation, et en ce moment, beaucoup de départements sont en lourde difficulté puisqu'il y a une chute des droits de mutation qui est leur principale recette, et ils n'ont pas la capacité de dégager d'autres recettes, sachant que certains départements sont allés à saturation des taux maximum autorisés sur certaines taxes, comme la taxe d'habitation ou le foncier bâti ou non bâti. Sur le débat général, parce que tous nos débats décentralisation, réforme sociale vont être impactés par le débat sur la dette, les financements publics. Un élément important, c'est les collectivités territoriales ne sont pas les responsables de la dette publique, puisque de fait leur part est très faible, elle est stable et même elle diminue. Pour une simple et bonne raison, c'est que les collectivités territoriales sont soumises à ce qu'on appelle la règle d'or, puisqu'ils ne peuvent pas voter un budget en déficit et ils ne peuvent pas emprunter pour du fonctionnement, notamment pour donner du RSA ou de la PCH, ils ne peuvent emprunter que pour de l'investissement sur les collèges, les établissements sociaux, médico-sociaux. Donc c'est effectivement dans le débat et les départements encore plus que les autres en termes, disons, de part sur le débat sur la dette. Donc sur le secteur social médico-social, un fort engagement des départements. On voit effectivement que ce taux d'évolution des dépenses départementales est étroitement lié à des lois soit de décentralisation, voire, il y a une petite baisse, je ne sais pas si vous le voyez, à la création de la CMU, où les départements et les communes d'ailleurs ont perdu l'aide sociale, l'aide médicale gratuite qui était financée par les départements, et il y avait un contingent communal. Par contre, à chaque nouvelle loi, l'APA, la PCH, on pourrait prolonger la courbe en 2013-2014 si demain, effectivement, selon les hypothèses qui sont connues de décentralisation, est-ce que vous voulez prendre la hache, est-ce que vous voulez les ESAT, à ce moment-là, on verra effectivement un taux d'évolution des dépenses qui suivent fortement les évolutions législatives et réglementaires, les compétences transférées. Donc il y a un élément assez intéressant de voir que chaque compétence transférée a plus ou moins été compensée. Si on résume sur le budget social des départements, on peut faire rapidement 4 fois 7 milliards. 7 milliards sur la protection de l'enfance, si on y ajoute les établissements et services de protection de l'enfance, tout ce qui sont les mesures éducatives, allocations mensuelles, personnel de l'ASE, le fonds départemental d'aide aux jeunes. Donc il y a toute une... en faisant des comptes économiques et des agrégats, on arrive à 7 milliards d'euros. Bien sûr, sur le volet protection de l'enfance, notamment au rapport avec vos associations, cette somme est un peu moindre puisqu'il n'y a pas le service départemental de l'enfance intégré. Sur le RSA et l'insertion, entre l'allocation et les crédits d'insertion, on est ici autour de 7 milliards. Et sur la perte d'autonomie des personnes âgées, si on ajoute l'APA, l'aide sociale à l'hébergement, qui est une grande dépense, il y a aussi 7 milliards. Et sur les adultes handicapés, entre l'allocation compensatrice tiers-personne qui perdure encore, la PCH, l'aide sociale encore à l'hébergement, on arrive à 7 milliards. D'où les difficultés importantes, c'est la compensation. C'est-à-dire que dans le poids de dépenses d'aide sociale, pour de l'ordre de 14 milliards, il y a ce qu'on appelle les prestations universelles de solidarité, le RSA, l'allocation personnelle d'autonomie et la PCH, qui sont des prestations, disons, encadrées par l'État, puisque c'est une loi et une réglementation nationale, et les départements ne le contestent pas, qui fixent les barèmes, les taux, voire même souvent l'admission se fait dans des services qui ne sont pas, je dirais, sous la coupe directe des départements, c'est des CAF, c'est des CCAS, donc ce n'est pas une prestation distribuée par le président du Conseil général en personne, elle est extrêmement encadrée, et on ne le conteste pas. Par contre, les sommes, ces dépenses qui sont assez exponentielles, sur le RSA qui est lié à la situation économique, l'APA qui a une montée en charge plus importante que prévu à partir de 2001, qui continue à être en montée en charge, la PCH aussi qui a inquiété fortement par sa forte montée en charge. Et on arrive sur ce dispositif à des compensations qui sont beaucoup plus faibles, puisque à la fois parce qu'il y a une compensation à peu près correcte au début, mais l'évolution du nombre de bénéficiaires, un effet volume et un effet prix entraîne une plus faible compensation, et des prestations qui historiquement étaient prévues à 50-50 comme l'APA, qui sont aujourd'hui en deçà de 30, puisque dans le débat, là, j'ai eu un coup de téléphone tout à l'heure, je pense que je suis sorti avec le directeur de la CNSA, effectivement, dans le budget de la CNSA, il y a toujours un débat sur est-ce que l'argent va bien aux personnes âgées, aux personnes handicapées.
La question, c'est que ça va bien aux personnes handicapées, mais au détriment des départements, puisque la PAD, les crédits de la CSA, contribution à l'autonomie, ne vont pas compenser la PAD, la PCH, puisque 54% vont renforcer l'ONDAM. Donc, de fait, on finance l'assurance maladie via la CNSA, et donc on a une discussion ferme sur les taux. Qu'est-ce qui va à la compensation d'un PCH et qu'est-ce qui va. Il y a 900 millions d'euros qui vont renforcer l'ONDAM, donc l'assurance maladie, et non les compétences des départements. Un point important sur ces compétences, débat qu'il y a eu à l'ADF, moi j'y étais pas, mais effectivement en 2003, le discours des conseils généraux, et je pense qu'il ne me démentira pas, c'est de dire notre rôle, c'est pas de distribuer des allocations. Notre rôle, c'est d'animer sur des territoires des politiques de développement social, de développement territorial, distribuer des prestations. Donc si demain vous nous confiez la hache ou d'autres minima sociaux, c'est pas le rôle, c'est de faire de l'animation territoriale, du développement territorial, du développement social. C'est pas de distribuer des prestations qui sont formatées. On ne souhaite pas devenir de simples opérateurs de l'État. Pourquoi pas, à ce moment-là, laisser ça au CAF ou à d'autres qui savent, entre guillemets, faire du dossier. Donc sur les compensations, je vais passer plus vite. Donc un taux de compensation de ces prestations qui diminue et donc qui met lourdement en difficulté les finances départementales, notamment, il y a évidemment des départements très différents, hein, on distingue bien l'Assemblée des départements de France, dans nos groupes de travail, nos travaux, les départements de moins de 200 000 habitants, les départements millionnaires, plus d'1 million d'habitants, des départements intermédiaires, où des situations peuvent être très graves en ce moment dans une trentaine de départements. S'ils sont pauvres avec des personnes âgées, effectivement, et les DMTO en chute, vu leur situation économique et géographique, là certains sont en lourde difficulté. Ils se posent la question, est-ce qu'ils vont pouvoir assumer le service des prestations, puisqu'ils ne peuvent pas, a priori, dire j'arrête de payer le RSA ou j'arrête de payer la PCH, parce que j'ai plus d'argent en octobre, en novembre. C'est une dépense obligatoire, donc on est censé faire un budget rectificatif qui trouve des recettes. Donc il y a des débats sur un fonds d'urgence qui a été créé il y a 2-3 ans déjà, pour effectivement venir en aide à certains départements qui sont lourdement en difficulté compte tenu de leur perte de recettes fiscales et de la montée toujours en puissance des prestations et de la faible compensation. Notamment sur la PCH, donc effectivement elle avait été surcompensée au début, une forte montée, un effet volume fort fait que la PCH diminue en compensation. De même sur l'APA, on est au-dessous des 30%. Alors j'expliquais pourquoi, hein, c'est-à-dire que de fait, les près de 2 milliards de contributions d'autonomie, le jour férié pour que ça donne sens, on pensait que ces 2 milliards iraient à l'APA PCH, mais il y en a à peu près 1,2 milliard qui va, non pas à l'APA PCH, mais qui va, 54%, qui va financer les 2 ONDAM. Donc c'est un des points de divergence qu'ont les élus de l'ADF au Conseil d'administration de la CNSA en disant plus des dispenses diverses de la CNSA, le plan Maya, le plan Alzheimer, qui était annoncé par l'ancien président de la République comme étant son plan présidentiel. Oui, c'était son plan présidentiel, mais il faisait financer par les départements de façon indirecte, puisque c'est la CNSA qui payait, mais au détriment de la compensation à PAPCH. Et là, on est au-deçà. Le plan GA, groupe antenne mutuelle aussi, est financé par la CNSA, mais pas sur les crédits de l'ONDAM, mais sur les crédits qui initialement étaient envisagés comme étant une compensation de la PAPCH. Les enjeux financiers sur des grands secteurs, hein, là aussi, bon, en tant qu'ADF, on a travaillé beaucoup sur l'aide à domicile, en ce moment on travaille sur les adultes handicapés. 2013, c'est le programme de travailler sur la protection de l'enfance, puisqu'effectivement, c'est une compétence ancienne, puisqu'elle a été décentralisée 82, 84, 86, et qui a des sommes relativement importantes, puisqu'on arrive quand même sur uniquement les établissements, foyers de l'enfance, maisons sociales, lieux de vie d'accueil, à 3 540 millions. Les mesures éducatives, tout ce qui est prévention, donc des sommes relativement importantes. Si on regarde, juste, je vais passer vite, la tendance, notamment par rapport au débat de décentralisation, est-ce que les départements ne vont pas se désengager financièrement, notamment sur la protection de l'enfance, ou que représente la protection de l'enfance en termes de puissance, disons, de lobby, etc. On s'aperçoit que l'engagement des financiers des départements, alors c'est toute France confondue, hein, est largement est très fort, puisque sur 2009, là, on arrive quand même à des augmentations de 48%. Si on prend d'autres critères qui sont le nombre de bénéficiaires, par contre, lui, il a été stable ou a diminué. Et si on prend les coûts-places, on est plutôt à 29% d'augmentation. Ce qui nous pose des questions en tant qu'Assemblée des départements de France, tête de réseau, et d'où des réflexions qu'on mène dans d'autres domaines, mais qu'on va devoir faire sur le département de France, c'est pourquoi ces coûts qui sont largement supérieurs à l'inflation prix salaire est largement supérieur à l'effet volume.
Donc il y a sans doute une interrogation à avoir sur le financement, la tarification, le mode de prise en charge, compte tenu que ces évolutions sont relativement importantes. Je sais que l'Audace aussi travaille là-dessus. D'autant plus si on regarde les personnels dans ce type de structure, on voit que la part des personnels qui sont sur des fonctions support, direction, administration, qu'on est dans un discours de mutualisation, sont quand même pas majoritaires dans la protection de l'enfance, mais dans d'autres domaines, ils sont majoritaires. Donc c'est quand même des dépenses qu'il faut sans doute analyser dans le contexte actuel. De même sur l'AEMO, augmentation à peu près de 46-47% des dépenses. Le nombre de mesures, lui, n'a augmenté de 14%. Et si on prend le coût annuel d'une mesure, il a augmenté de 28%, donc largement supérieur dans la même période à l'inflation prix-salaire. Autre bloc de compétences sociales fort des départements, handicap et dépendance. Donc sur le handicap dépendance, sur les dépenses d'aide sociale, adultes handicapés, donc là aussi, donc c'est du net, donc c'est avec des récupérations, donc on arrive à 4,2 milliards. C'est une des choses sur lesquelles j'ai insisté beaucoup avec mes élus des commissions sociales, en disant, vous voyez la PCH qui augmente à 1 milliard, ça vous fait peur, mais la compétence décentralisée en 84, qui est l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées, elle aussi, elle est à 4 milliards. Donc il faut voir que c'est peut-être là aussi qu'il faut réfléchir, il faut peut-être plus réfléchir sur les 4,2 milliards que sur le milliard qui monte en puissance. Sur l'APA, effectivement, dans les établissements, et sur tout ce qui est l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées, qui est, lui, stable. On est à 1,2 milliard de dépenses sur l'aide sociale à l'hébergement, toujours sur 175 000 personnes, on est toujours dans la génération en maison de retraite, au HPAD, où la population, c'est la génération qui a plus de revenus sans doute que leurs enfants, et là, sans doute peut-être dans 10-15 ans, on risque d'avoir avec le phénomène des retraites une petite paupérisation des personnes âgées, mais elle ne se voit pas aujourd'hui dans ceux qui arrivent à 85 ans en établissement. Là encore des chiffres, surtout la logique du graphique, sur l'aide sociale à l'hébergement, donc un secteur qui était très peu développé au moment de la décentralisation, alors qu'il s'est développé. Ce n'est pas de dire que l'État n'avait rien fait, mais effectivement, en plus, il y a des phénomènes sociodémographiques, le vieillissement de la population, l'avancée en âge fait qu'on avait sans doute, en termes d'adultes handicapés, plus de choses à faire dans les années 80-90 que peut-être dans les années 60-70 en termes de création d'établissements. Donc une forte poussée d'accroissement d'établissements. Là aussi, une évolution des dépenses extrêmement forte, 70%, et des coûts-places des structures qui est de l'ordre de 39%. Donc là, nous sommes en ce moment en train de travailler avec 10 fédérations et une dizaine de départements, c'est la méthode ADF, de réunir un groupe de travail pour faire un état des lieux sur ce qu'on appelle le parcours résidentiel dans le parcours de vie, pour faire un diagnostic partagé sur ce parcours résidentiel. Bon, les conclusions se dessinent, mais bon, on voit bien les grandes tendances qu'on a dans d'autres domaines, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à raisonner en établissement et services en randonnion, un FAM, un foyer de vie, un foyer ouvert à 17h, fermé le dimanche, ou est-ce qu'on raisonne plutôt sur un territoire, des solutions à trouver, 100, 150. D'ailleurs, une logique de mandatement, ce qu'on a fait dans l'aide à domicile, c'est-à-dire ce qui permettrait de passer outre les appels à projets en disant on contractualise dans le cadre d'un CEPOM, à la fois sur du financement, mais aussi sur des capacités du public accueilli. Est-ce qu'il faut développer des appartements partagés, des appartements communautaires, plutôt que d'avoir une autorisation pour 15 ans, pour 15 places de foyer de vie, qui passe à 10, parce que les pompiers débarquent et déclarent que la chambre X doit être fermée pour ouvrir une porte plus grande, quoi. Donc, en plus, on regarde les arrêtés. Donc on est sur une réflexion sur un pacte territorial sur les adultes handicapés. Ça, on devrait finaliser ça début 2013. Là aussi, il y a une réflexion qui pousse à des réflexions sur aussi la mutualisation, la contractualisation. C'est-à-dire que chaque établissement a la queue leu, qu'on regarde le poids des personnes sur les fonctions support, sans doute qu'il y a à réfléchir sur ce qui pourrait aller sur des fonctions plus d'accompagnement. Sur un autre domaine important, l'aide à domicile. Donc l'aide à domicile, c'est financé par l'APA à domicile pour l'essentiel, 3,2 milliards. Il reste aussi la CTP qui continue à vivre, et sur le domaine famille, les TSF. Donc là aussi, nous avons signé en tant qu'ADF, avec 15 fédérations, un accord qu'on appelle de refondation et pas de réforme de la tarification, qui résonne sur réponse sur un territoire, un mandatement sur un territoire, des missions d'intérêt général, des capacités évolutives. Donc là-dessus, nous avançons sur une dizaine d'expérimentations dans des départements.
Donc sur ces politiques sociales, donc vous connaissez un peu le pilotage pour venir sur les débats qu'on va avoir, c'est-à-dire que la création dans le paysage des ARS, c'est-à-dire que certains ont analysé la création des ARS avec le fort aspect régionalisation comme étant un peu, pas en contradiction, mais un peu paradoxal par rapport à la loi 2004 qui avait conforté la décentralisation, et notamment à un échelon départemental. La loi 2004, que certains même à l'origine avaient pensé être une loi de régionalisation plus que de départementalisation, s'était traduit par une forte disons, départementalisation. Donc les interrogations qu'ont les départements, effectivement, c'est l'ARS a des compétences, il y aura des évaluations, mais il faudra attendre au moins 5-6 ans avant que les cours des comptes, les ceci, les cela, arrivent à des conclusions que certains pourraient déjà écrire et mettre sous scellé pour dire qu'ils ne se sont pas trompés, je pourrais le faire d'ailleurs. Donc c'est se poser la question de la coordination. Est-ce que la coordination des politiques sociales, est-ce que c'est un niveau départemental, régional? Il y a la coordination des financeurs, donc il y a les commissions autour de l'ARS. On pense que ce n'était pas de bonne loi de les mettre sous la direction de l'ARS. On a pu créer ces commissions de coordination qui sont indispensables, mais peut-être à un stade en dehors de l'ARS. Certains ARS le reconnaissent elles-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément de bonne loi de dire on va se coordonner, on va se concerter, mais c'est moi qui organise, qui fait l'ordre du jour et qui, entre guillemets, dit maintenant je veux la PMI sur tel accès de prévention et où je veux la santé scolaire, c'est peut-être une instance à créer, permettre cette coordination. Notamment tous ces schémas-là, donc les enjeux sont importants pour nous tous. Après les schémas stratégiques, le plan stratégique régional de santé devra se décliner des schémas régionaux, dans quelle mesure ils vont intégrer, articuler les schémas départementaux, et un schéma régional de prévention qui va être important puisqu'il devrait pouvoir associer aussi la PMI, la santé scolaire, toutes ces questions-là. Nous, dans l'aide à domicile, on pense que la prévention de la dépendance nécessite que dans le schéma de prévention, on ait un travail très étroit, peut-être aller vers des conventions tripartites avec les ARS, où le volet prévention de la prise en compte de la dépendance à domicile, on pourrait contractualiser, c'est des idées qui sont avancées par les départements expérimentateurs, sur 100 000 heures, financer un poste d'aide à domicile, financer en tant que de prévention un poste d'ergothérapeute pour que l'ergothérapeute puisse se rendre systématiquement au domicile, en n'attendant pas que les gens soient girins ou sortent de l'hôpital, pour travailler un peu l'aménagement du domicile, la précarité énergétique, et ça se fait très en amont et non quand la personne est en situation d'urgence, notamment suite à une hospitalisation chute ou indésirable. Donc voilà sur la présentation que je voulais faire sur l'enjeu financier des départements. Donc l'acte 3 de la décentralisation, oui. Quel type de compétences encore à transférer dans le champ social et médico-social? On voit que le champ a été très fortement décentralisé entre 1984 et 2004. Bien sûr, il y a toujours les débats qui ressurgissent, qui n'avaient été tranchés dans un sens en 2004 ou en 1984, qui demain peuvent être tranchés dans un autre sens, c'est le cas des ESAT. Ça pouvait se justifier à un moment donné. Aujourd'hui, qu'on voit que dans les ESAT, la population a plutôt 45-50 ans et là depuis 20 ans, et que se pose la question du temps partiel, et qu'on voit certaines tensions entre départements où certains disent sur le temps partiel, il faudrait créer un foyer occupationnel. Donc à un moment donné, avoir une politique globale sur les adultes handicapés, travail, hébergement, vie sociale, ça peut avoir sa cohérence, alors que peut-être il y a 10-20 ans, on était dans la logique de l'ESAT comme simple lieu de transition vers le milieu ordinaire, alors qu'on sait que c'est 0,8% des gens qui... Le débat sur les grandes prestations qui pour nous, en tant qu'ADF, il y a un congrès la semaine prochaine qui devrait valider ça, mais je suis avec le président de l'ADF dans toutes les rencontres ministérielles en disant, avant de nous passer des grosses allocations en plus, outre nous ne sommes pas forcément dans le métier de distributeur d'allocations, il faut qu'on règle d'abord le financement des 3 précédentes avant de récupérer éventuellement la hache, ou à ce moment-là, on est dans un débat sur la fusion des minima sociaux. Sur les questions d'hébergement, sans doute, il y a des débats entre départements, savoir est-ce qu'on va plus loin dans l'hébergement, mais aussi sans doute la décentralisation acte 3 devra trouver un équilibre entre région, agglomération et département. Donc le chantier est ouvert. Se pose aussi les questions des frontières, peut-être plus demain dans décentralisation, moins entre l'État et les départements, même s'il y a encore des choses à faire. D'ailleurs, l'État a envie quasiment de se débarrasser, ce que j'appellerais les confettis de l'Empire, la parentalité, des petits trucs qu'il y a plus grand dessous. D'ailleurs, ils ont tout passé au CNAF en leur disant, dans le COG national, on ne donne mais plus d'argent, mais vous reprenez de la main
et débrouillez-vous pour trouver un cofinancement auprès des départements, ce qui n'est pas très bien passé. Donc, sauf si demain on passe vers des COG CAF départements où c'est les partenaires locaux qui élaborent les politiques départementales et non pas une COG nationale. Donc on voit qu'il y a plus. Par contre, il y a les problèmes des débats sur éventuellement l'action sociale facultative des caisses. Est-ce qu'elle passe, parce que là il y a notamment sur les personnes âgées, est-ce que le GIR 5-6, on le laisse aux caisses mais on est sans doute sur des débats des frontières qui vont peut-être être pas simplement État, classiquement département, mais aussi sur les débats sur l'action sociale des caisses, sachant qu'a priori, il n'y a pas beaucoup d'autres collectivités territoriales qui revendiquent le champ du social. Il y a des articles parfois assez assassins qui ont été faits ces derniers temps, mais le président va y répondre, notamment Bernard Guetta qui dit qu'il faut supprimer le département. Il dit oui d'accord, mais qui va gérer la hache, qui va gérer la PCH, bon, on veut bien. Donc, mais sur le champ de l'action sociale, il n'y a pas de... Beaucoup de personnes se bousculent au portillon pour dire je suis partisan de reprendre la protection de l'enfance, la politique d'hébergement des handicapés. Donc on voit bien que l'échelon départemental a fait ses preuves et ensuite on ne lui revendique pas forcément cette compétence. Il y a d'autres domaines où sans doute il y aura des débats à avoir, mais ce n'est pas peut-être le sujet, ou ce n'est pas mon intervention. C'est sur la culture, le sport, le développement économique. Et sur le champ social, je pense que l'échelon départemental risque d'être encore conforté, mais dans quelles limites et quelle articulation nous devrions avoir avec le champ de la santé, puisque le champ de la santé est resté une compétence d'État et l'ARS a été constituée effectivement pour piloter ce dispositif-là. Je m'arrêterai là.